Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin de débattre d'un enjeu extrêmement important qui touche toute la jeunesse canadienne, à savoir le fléau de l'intimidation. L'intimidation amène de graves conséquences pour notre jeunesse et c'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui afin de souligner à mes collègues d'en face l'importance de prendre des actions afin de contrer cet important problème qui touche nos communautés. Je crois donc que les députés présents sont conscients de la conséquence que ce fléau a pour notre jeunesse et nous avons qu'à penser à tous ces cas qui ont fait l'actualité ces derniers mois de jeunes qui, victimes d'intimidation, ont posé le geste tragique de s'enlever la vie. Donc, face à cette problématique, de plus en plus de Canadiens demandent à ce que les gouvernements prennent action afin de lutter de façon adéquate pour contrer l'intimidation. Les efforts actuels en ce sens ne sont effectivement insuffisants et le parti ministériel n'a malheureusement proposé aucune solution pour faire face à ce problème. Donc, la direction du Parti conservateur refuse d'adopter une approche forte par rapport au problème de l'intimidation et préfère laisser cette tâche aux provinces. Nous souhaitons de notre côté que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership et travaille avec les provinces et les groupes de lutte contre l'intimidation et tous les autres intervenants impliqués afin de résoudre une fois pour toutes cette problématique. Au lieu de tout simplement s'en laver les mains et de confier cette responsabilité uniquement aux provinces et aux écoles concernés par cette problématique. Comme preuve de l'inaction des conservateurs, lorsque mon collègue de Chicoutimi, Lafleur, que je félicite pour cette importante motion, a posé une question sur le suicide de Marjorie Raymond à la secrétaire parlementaire de la Sécurité publique, a laissé entendre que le problème de l'intimidation était la responsabilité de tout un chacun, sauf celui du gouvernement fédéral. C'est donc complètement inacceptable ce manque de leadership de la part du gouvernement, Monsieur le Président. C'est pourquoi mon collègue a déposé cette importante motion. Car nous, contrairement au Parti conservateur, nous voulons prendre action afin de s'assurer que nos enfants et nos adolescents ne soient plus victimes d'intimidation. Cette motion, donc, exhorte le gouvernement à étudier la prévalence et les effets de divers types d'intimidation et également évaluer les meilleures façons de combattre ce problème par le biais de la création d'un comité spécial pour étudier le phénomène de l'intimidation au Canada. Cette motion, donc, demande au gouvernement d'étudier en comité spécial les 4 types d'intimidation, comme on pourrait dire, soit l'intimidation physique, les attaques verbales, les attaques indirectes telles que la propagation de rumeurs et la cyber-intimidation et effectivement de déterminer quels en sont les effets sur nos communautés. Elle demande également au gouvernement de mieux disséminer les meilleures pratiques pour combattre les formes d'intimidation et d'appuyer les organisations qui ont l'expertise nécessaire afin de bien lutter contre cette problématique. Il existe plusieurs approches pour lutter contre ce problème. Certaines se sont soldées par des réussites et d'autres par des échecs. Il est donc important que tous les intervenants des différents milieux puissent avoir accès à ces informations et de connaître les meilleures approches afin d'être en mesure d'implanter l'approche qui sera à même de donner les meilleurs résultats selon l'état de la situation. J'aimerais donc souligner que les stratégies de lutte contre l'intimidation qui se concentrent sur la prévention plutôt que la criminalisation ont effectivement de meilleures chances de réussite. C'est pourquoi cette motion met donc l'emphase sur des problèmes de prévention, sur des programmes plutôt de prévention au lieu de proposer un projet de loi qui modifierait le code criminel. Les études en psychologie définissent l'intimidation comme étant des actes répétés au fil du temps qui causent intentionnellement préjudice à autrui dans le cadre d'un rapport de force déséquilibré. Il s'agit tout aussi de comportements physiques tels que des coups de poing, des coups de pied, morsures, ou etc., que de comportements verbaux, à savoir poser l'acte de menacer, d'injurier, d'insulter, de dénigrer ou de faire des remarques racistes ou sexistes. Et où il peut s'agir également d'exclusion sociale, soit tel que faire circuler des rumeurs ou alimenter des commérages, ignorer, rejeter ou mettre une personne en état d'isolation sociale. Les études donc indiquent également que les garçons sont plus à risque d'intimider et d'être intimidés que les filles. Pour les garçons, l'intimidation prend plusieurs formes.
surtout des formes d'agression physique et d'exhibition de force, tandis que les filles semblent préférer des formes indirectes d'intimidation telles que l'isolement social, d'alimenter des rumeurs et de rapporter des calomnies là, sur certaines personnes. Il y a effectivement également plusieurs signes avant-coureurs qu'un enfant est victime d'intimidation. Il invente quelquefois des maladies pour ne pas aller à l'école, il lui manque de l'argent ou des effets personnels, il a de la difficulté à dormir, il peut être irritable, et il peut avoir des difficultés à se concentrer, il change sa routine de manière inattendue, ou il a des problèmes au niveau scolaire. Donc, il y a toute une gamme de signes avant-coureurs qui démontrent qu'un enfant est victime d'intimidation. Il est important que les écoles ainsi que les parents soient conscients de ces symptômes afin d'être capables de les identifier. Selon une étude faite à Toronto, les enseignants seraient conscients d'environ 4% de tous les cas d'intimidation. Et 70% de ces enseignants croient qu'ils sont conscients de la plupart des cas et qu'ils interviennent dans la plupart des incidents. Alors que les étudiants estiment que les enseignants n'interviennent que dans seulement 25% du temps. Alors, donc seulement 60% des victimes informent également leurs parents de leurs problèmes qui sont liés à l'intimidation. Comme je le mentionnais, l'intimidation a des conséquences extrêmement graves pour les victimes. Par exemple, le risque de dépression est 5 fois plus élevé chez les garçons et 3 fois plus élevé chez les filles qui sont victimes d'intimidation que chez leurs camarades de classe. Les victimes d'intimidation sont plus à risque que leurs camarades de manifester des symptômes suicidaires, comme l'a démontré plusieurs cas qui ont été rapportés dans les médias. Des études montrent par ailleurs que les conséquences de l'intimidation ne s'atténuent pas avec le temps. Les conséquences de l'intimidation se vivent donc à long terme. Selon le Journal of the American Medical Association, les personnes ayant été victimes d'intimidation pendant leur enfance présentent à 23 ans des niveaux élevés de dépression et un manque d'estime de soi, malgré le fait qu'elles n'aient été ni harcelées ou ni socialement exclues à l'âge adulte. De plus, il y a une relation très étroite entre le fait d'intimider pendant l'enfance et les comportements antisociaux pendant l'adolescence et l'âge adulte. Les enfants qui ont pratiqué l'intimidation peuvent devenir des adolescents qui harcèlent sexuellement, qui s'engagent dans des comportements délinquants ou s'associent à des gangs. Ils sont violents envers leurs partenaires de vie. À l'âge adulte, ils vont harceler leurs collègues de travail ou commettre des abus envers leurs conjoints ou leurs enfants ou même envers certains aînés. Prévenir l'intimidation, donc, signifie contribuer à réduire la probabilité d'activités criminelles plus tard dans leur vie. C'est un enjeu de sécurité publique, autant à court qu'à moyen terme, Monsieur le Président. Donc, de nombreux pays ont mis en place des programmes pour contrer l'intimidation. Chacun a une approche différente, mais tous ont décidé de faire une preuve de leadership afin de contrer ce problème. Par exemple, au Colorado, leur programme essaie d'identifier et modifier les facteurs de l'environnement scolaire qui favorisent l'intimidation, car pour être efficace, on doit viser l'ensemble des facteurs de risque. Pour ce faire, donc, ce programme encourage les élèves du primaire et du secondaire à se préoccuper de la sécurité dans leur école, à participer dans des établissements et le maintien d'un environnement scolaire garantissant la sécurité de tout un chacun. Pour les élèves, plus les élèves seront directement impliqués dans toutes les étapes de l'approche préventive, plus il y a de chances que celle-ci soit efficace. Un autre programme au Colorado a réussi à atteindre une réduction de plus de 50% des incidents relatifs à l'intimidation et à la victimisation, ainsi qu'une réduction importante des comportements antisociaux tels que le vandalisme, les bagarres, le vol ou l'absentéisme scolaire, donc déclarés par les élèves. On a également pu constater une amélioration significative du climat social, de l'ordre et de la discipline en classe et des relations scolaires, sociales plutôt, et une attitude beaucoup plus positive envers l'école et les travaux scolaires. Donc, voilà un portrait rapide de la situation. Il est, à mon sens, Monsieur le Président, il est temps d'agir. On ne peut plus rester les bras croisés pendant que nos enfants se fassent intimider à l'école. Donc, c'est plus le temps de faire des beaux discours et d'avoir des paroles qui effectivement, qui peuvent démontrer qu'on compatit avec la situation, mais on doit
porter des gestes concrets pour lutter contre l'intimidation et d'appuyer cette importante motion, Monsieur le Président, est, à mon sens, une excellente action à prendre. J'invite tous mes collègues à faire de même. Merci, Monsieur le Président.